Manipulateur de merde, pacotille. Le 49.3. Et 49.3, ça veut dire concrètement qu'il n'y aura pas de vote. Ça fait donc 87 fois que les premiers ministres ont dû prononcer ces mots à l'Assemblée. J'ai l'honneur d'engager la responsabilité du gouvernement. J'ai décidé d'engager la responsabilité quoi du gouvernement. Tu croyais quoi? La responsabilité du gouvernement. Le gouvernement prend donc sa responsabilité pour faire passer une loi sans vote. En général, c'était utilisé pour contourner l'obstruction parlementaire, raison pour laquelle... C'est pas vrai. C'est illégal, ça. Les députés n'aiment pas qu'on les bouscule. Sous le contexte en ce moment, au début du mois d'août, les parlementaires pensent peut-être que sous le 49.3, il y a plage. Et le grand champion du 49.3, c'est Michel Rocard, le Premier ministre de Mitterrand. Il l'a utilisé 28 fois en tout, car il ne disposait que d'une majorité relative. C'est carrément devenu une routine. J'ai le 49.3 dans ma poche et j'essaye d'arriver à des solutions consensuelles plutôt qu'à des solutions brutales. Je n'y arrive pas si mal. Mais j'ai le choix, à chaque moment. Ma liberté est absolument totale. Et le 49.3 à répétition, puisqu'il y a tous les précédents qu'il faut, y compris celui seigneurial de Jacques Chirac, je vais vous dire qu'il ne m'intimide pas. En fait, à l'époque, le 49.3 était utilisé pour des lois assez techniques qui ne provoquaient pas vraiment de débat dans la société, mais le vrai tournant a eu lieu en 2006 avec le projet sur le contrat première embauche, dit CPE, de Dominique de Villepin. J'ai l'honneur, Monsieur le Président, d'engager la responsabilité du gouvernement. Mais... Au moment où il utilise le 49.3, ça fait des semaines que des centaines de milliers d'étudiants sont dans la rue, et ça s'est pas arrêté, l'opposition en a bien profité. Tous les jours. Beaucoup sont dans la rue aujourd'hui. Le Parlement n'a pas pu s'exprimer vraiment. Les partenaires sociaux sont contournés. C'est pas vrai. Et c'est ce qui va se passer, malgré son 49.3. Donc tu le sais, donc rectifie. Et abandonne sa réforme, c'est la première fois que ça arrive. En fait, au final, celui qui s'en est le mieux sorti, c'est Nicolas Sarkozy. Grâce à une majorité solide, il l'a jamais utilisé, il en a même limité l'utilisation. Le Parlement, lui, voit ses pouvoirs accrus. L'utilisation du 49.3 ne pourra servir plus d'une fois par session, sauf s'il concerne l'adoption d'une loi de finances. Et je voulais finir avec une dernière archive. Regardez, voici François Hollande, chef de l'opposition en 2006. Le 49.3 est une brutalité. Le 49.3 est un déni de Non, démocratie. j'étais au quoi? J'avais pas compté de... Je sais pas si on m'avait embrouillé, mais j'avais pas compté de 2003, de 7000, non, 3725 à 3750, mais j'étais bien à 3800 du coup. Et elle nous a permis de faire adopter ce Il texte. faut, je peux compter tranquillement de Pour avancer, nous avons 3725 à 3750. Là, ils sont faits, puis c'est les seuls que j'ai pas fait. Et puis après, recommencer à 3800. Ou bon, on prend carrément le 3800. Bref. Je sais pas, vous voulez que je compte ou... Ambre, le cinéma français connaît une crise sans précédent. Une partie du milieu appelle le gouvernement à organiser des états généraux du cinéma qui nous expliquent ce que ça veut dire et pourquoi ça nous concerne tous. Exactement, en fait, comme ça a l'air un peu nébuleux. Et la crise du cinéma, c'est une petite musique qu'on entend depuis longtemps. Mais là, on est vraiment à un tournant. Et on va suivre l'évolution de cette discussion parce que c'est le futur du cinéma qui est en train de se jouer. Donc là, on va prendre 4 minutes pour poser l'enjeu, comme ça vous allez tout comprendre. Le cinéma français est en crise. Les entrées en salle du mois de septembre étaient les plus mauvaises depuis qu'on a commencé à compter les entrées en salle tous les mois. Même le ravin entre les salles de cinéma et les plateformes de streaming se creuse. Disney menace de ne plus sortir ses films pour enfants et ses blockbusters Marvel en salle. Ça supprimerait des millions d'entrées pour les cinémas français. Et Netflix vient d'annoncer qu'ils allaient sortir en avant-première leur blockbuster À couteau tiré 2 dans 600 salles de cinéma aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, en Espagne, mais pas en France. Bref, il y a crise, ou plutôt, comme le disait Libération en une la semaine dernière, la maison brûle et nous regardons Netflix. C'est dans ce cadre d'incendie de la baraque qu'une partie du secteur appelle le gouvernement à prendre des mesures pour les soutenir. Un appel à des états généraux du cinéma a été lancé jeudi dernier à l'Institut du monde arabe. 4 heures de conférence, on a entendu des cinéastes, des acteurs et actrices comme Virginie Fira par exemple, des techniciens, des distributeurs. On a spoté l'acteur Sonar dans le public et on a adoré cette dame qui s'est mise à hurler pendant 2 minutes, sans micro. Et quand le lendemain... C'est quand même vraiment dommage, j'ai fini. Merci madame.
La mission de ces 4 heures, trouver une réponse à toutes les questions qui agitent le milieu du cinéma, et notamment une, d'où vient le problème? C'est une partie de Cluedo géante et tout le monde cherche le coupable. Est-ce que le coupable c'est le public qui n'est plus assez cinéphile? Est-ce que le coupable c'est les salles elles-mêmes, trop chères, dépassées par le streaming? Est-ce que le coupable c'est carrément les films eux-mêmes, plus assez attirants? Quel genre de récit le public attend-il du cinéma aujourd'hui? Faut-il suivre les envies du public ou au contraire assumer une programmation très diversifiée, quitte à ce que certains films ne marchent pas, mais soient quand même proposés? Bref, débat en perspective. Et ce qui est à la fois un peu décourageant et un peu réjouissant, c'est que c'est parti dans tous les sens, tout le monde prenait la parole. Et les courts-métrages alors? Et les revues de cinéma? Et la réforme de l'assurance chômage? Et l'option cinéma dans les lycées? Et mai 68, bref, le débat à la française, mais plein de choses ont été dites, et on vous résume les 2 gros dossiers. En un, la question des plateformes. D'un côté, on a une partie du cinéma qui refuse d'en entendre parler, qui voit les plateformes comme une sous-forme de cinéma, voire comme l'ennemi du cinéma. Ça donne parfois l'impression d'une totale déconnexion avec la réalité du marché, parce que pendant ce temps, une autre partie du cinéma français, elle, travaille avec ces plateformes. Alors est-ce que le cinéma a encore vraiment un rôle à jouer face à elle? À écouter la T'as le droit de pas l'aimer. Parce qu'apparemment, travailler avec les plateformes ne serait pas toujours idéal. Niveau rémunération, ça peut être opulent pour les acteurs, pas forcément pour les autres corps de métier. Mais surtout, à entendre certains cinéastes, le cinéma à la française resterait à ce jour le système le plus respectueux de la liberté des artistes. J'y suis déjà. Je vais parler en mon nom, de mon expérience. Au cinéma, je suis Dieu. Abonné à mon présentatrice préférée, on parle. Employé de patron, eux-mêmes employés de patron, eux-mêmes employés de patron. Voilà pourquoi il faut se battre pour défendre la salle. Défendre la salle, c'est défendre le cinéma. Ne croyez pas qu'une quelconque alternative fournisse en ce moment autant de garanties de liberté pour ceux qui conçoivent. Moi, je ne sais pas de quoi tu parlais. Explique-moi. Moi, je n'avais qu'elle en tête. C'est le CNC. On a d'autres pensées dans le cinéma. Face à la baisse des entrées en salle, son directeur, Dominique Boutonnat, par ailleurs actuellement mis en examen pour agression sexuelle, a expliqué que peut-être il fallait favoriser les films qui marchent, les films qui allaient faire beaucoup d'entrées. C'est un point de vue que défendent aussi des producteurs importants, l'idée qu'il faudrait moins de films en salle, mais qui marchent mieux. Levé de bouclier dans la conférence, parce que ça va à l'encontre de l'exception culturelle. L'exception culturelle, c'est une série de lois mises en place par l'État dans les années 80, et c'est l'idée que le cinéma n'est pas un produit comme un autre, donc il ne devrait pas être soumis à des logiques de marché. Qu'il faut produire un film parce qu'il y a une valeur artistique, plus qu'une valeur marchande. Si le CNC commence à s'inquiéter de la rentabilité des films avant de les financer, ça va pénaliser directement les premiers films de jeunes réals, les films d'auteur, les documentaires, le genre de films qui sont parfois des succès surprises, ou bien qui font des flops en salle, mais qui restent ensuite dans la mémoire collective. Il s'agit de ne pas détruire la seule chose qui importe, et qui existe encore dans le cinéma français, la liberté du créateur. Les échecs d'hier sont parfois les chefs-d'œuvre de demain. Là, on touche vraiment au cœur de la cinéphilie. Donc voilà, d'un côté la fameuse exception culturelle, de l'autre des salles qui ont besoin de films qui marchent. Et c'est ça l'enjeu. Est-ce que le cinéma devrait quitter un peu le monde de l'art pour rejoindre celui de l'économie? Tout le monde veut sauver le cinéma, tout le monde a vraiment des bonnes intentions, mais tout le monde n'est pas d'accord sur les méthodes. Le gouvernement est interpellé, on va entendre parler à nouveau de ces questions-là, parce qu'on a un moment vraiment charnière. Et au passage, petit symbole, Jacques Lang, l'homme qui a créé l'exception culturelle, et son légitime cette conférence, n'a pas tout suivi non plus. Mais comme l'a dit Jacques Lang, qui dort. Mais oui, mais mange la merde que j'aurais chié après. Il ne faut pas paniquer. Bah oui, c'est vrai que tu la sors de ta bouche. Donc forcément. Il ne faut pas paniquer. Alors il a 83 ans et ça a duré 4 heures, donc on peut pas lui en vouloir, mais accidentellement, ça devient un petit symbole en soi du renouvellement qui est en train de s'opérer. Il dit butez-le, il aura même pas les couilles de le faire lui-même. Merci Ambre. T'as une petite clochette quelque part, oui, on a bien entendu. Je suis désolée. Elle est où? Non, elle est là à droite, non? C'est les boutons. Non, c'est mignon. Ah, c'est la gourmette de Paul. C'était la gourmette de Paul. Qui faisait ding ding pendant que je parle. Ah, la zone Nazareth. On bouge plus. Maya, t'avais envie de nous parler d'un clip qui a beaucoup surpris. Un clip de la chanteuse américaine Kali Uchis qui a déjà été visionné plus de 3 millions de fois. Tu vas trop. Pardon, mais tu vas trop. Pareil. Mais non, pas la chanteuse. Tu vas trop. Trop vite. Nous sommes à Henri IV, lycée d'exception, monument historique, un des temples de la culture française. Faux. Premier oui parade des lycées élites, Henri IV. On a créé des milliers de fausses preuves contre moi. Moi, j'en fais des vraies. Qui ont du mal à se rencontrer, le foulard dans les cheveux et les créoles géantes, le charme discret de la bourgeoisie et le... Et aujourd'hui, ils en ont fait plein. Tout plein des fausses preuves contre moi. Ne dure que 39 secondes
mais elles sont largement suffisantes pour donner l'impression Ils ont voulu me chercher, mais ils m'ont trouvé, mon pauvre. Du coup, certaines sensibilités ont été choquées. Il faut dire que le règlement intérieur du lycée Henri IV exige des tenues. Après, on dit, on s'occupe pas des coupables. Bah non. Ils me l'ont pas dit tel quel. Hein. C'était bien ce que j'ai compris. Hein. Donc, déjà les 2 vidéos d'aujourd'hui sont déjà pas mal, mais alors celle-là, ça va être bon. 21 minutes. La pelouse. J'aime bien 2800 mètres, mais la pelouse d'Henri IV, peut-être 100 mètres, je ne sais pas. Car d'habitude, les élèves qui s'assoient dessus appartiennent à l'élite française. Alfred de Musset, Guy de Maupassant, Léon Blum, André Gide, Simone Veil, Jean-Paul Sartre. Quand on consulte la liste des anciens élèves, on a l'impression de lire un manuel. Oui, je te répète, parce que dans la caméra, on ne t'entend pas, donc je le dis à moi-même. Ou à d'autres à qui je ferais lire la vidéo. Tu m'as compris, tu me fasses des mots. Artistique. Une vingtaine de films ou de séries ont été tournés sur place, dont certains sont entrés au patrimoine, exactement La Boum de Claude Pinoteau. Je n'ai le livre. Ah, bah ça c'est toi qui vois. Si tu le dis, t'es en train de l'avouer. Ça va assurer le prestige de l'école, bien sûr, mais aussi sa trésorerie, parce que les tournages et les défilés, ça se paye. Cette alliance de la haute culture et de l'argent produit une élégance inégalée. Henri IV, c'est d'abord un cloître du XVIIe, classé. Cadre fastueux, réputation bien assise. Et c'est enfin un entretien minutieux. Ça fait partie de l'histoire maintenant. Tout à fait. Et ce qui révèle ce choc des cultures, c'est le désir de modernité de certaines vieilles institutions. Ça passe évidemment pas que par les clips. Henri IV essaye depuis 2009 de s'ouvrir à la devise latine de ce lycée, Domus Omnibus Una. Bah oui, alors, bah ça alors, ok, c'est étonnant. Le jour où j'aurai la vue, hein, on verra. Le jour. Peut-être pas. Qui sait? Pourquoi hein? Va monter ton femelle. C'est des forts, ouais. Va monter ton femelle. Non mais non. Ah, vous me faites rire. De plus en plus. Finalement, continuez comme ça. Moi, ça va bien. Je suis tranquille. Ah, mais votre phrase va très bien. Hein. Moi... Oh, il faut rire. Toi, homme de Cro-Magnon ou... J'aurais dû dire ça sur le coup, tiens, dommage. Ben quoi? C'est vrai. Va monter ton femelle. Oh, quoi? Tu sors des grottes, non? Un Cro-Magnon? Sérieusement. Oh putain, ouais, non, bien. Oh, vous me faites rire. De plus en plus. Ah, c'est génial. C'est la bonne journée, là. Là, franchement, vous m'avez fait une journée excellente. Après, j'attends toujours, hein, à propos des coupables. Mais bon, on aura bien rigolé toute la journée. Oh, chais. Bien dit. Ils me disent que celle-là est truquée, donc j'en fais la deuxième pour montrer que c'est synchro. Pardi. Puis si jamais ils recommencent à voler mon téléphone pour pas que je montre les vraies preuves, j'aurai toujours l'autre. Voir si on me revole les deux en même temps. Ah bah c'est sûr, c'est facile. À ton avis, quand t'as des milliers de personnes qui te harcèlent, ça te rend fou, non?
Maintenant, c'est bon, je crie plus. Tu m'as connu au cas des 1000 martyrs, hein? C'était pas crié, là, mon pauvre. Hein? Là, vous l'avez eu, le souvenir. Ouais. Finalement, ils ont tout laissé pour apprendre encore plus. Alors, j'aurais dû m'arrêter à 9, mais l'autre m'a dit qu'il y a 10 à nuit. Putain. Non, t'as rien compris, toi. Mais arrête. T'es belu ou quoi? Mais fais-le encore une fois, ça va confirmer. Et l'autre, il s'en voulait à mort quand il a dit t'aurais pas dû lui dire ça. Parce qu'à 10, ça annule. Mon pauvre, j'étais effondré à ce moment-là. J'étais effondré. J'en pouvais plus.